Quand on fait de l'archéologie, évidemment, à l'Université de Montréal et beaucoup ailleurs aussi, on apprend dans les livres et on fait peut-être des petites visites ou on fait un peu d'analyse, etc. Moi, en fait, mon professeur, qui était donc Paul Tolstoï, avait une compréhension et une façon d'enseigner qui faisait que je n'avais jamais vu un artefact de ma vie avant d'aller au Mexique, que je n'ai jamais vu même de site archéologique parce qu'il nous montrait absolument rien. Ces cours étaient uniquement verbaux, oraux. Il décrivait des artefacts, il décrivait des traditions, il décrivait des sites, mais on ne voyait jamais rien. Alors, la première fois que je suis allé au Mexique et que mon premier terrain s'est produit avec lui, c'est un projet qui s'appelait Les antécédents de la civilisation dans le bassin de Mexico. Et en fait, c'était d'essayer de retracer l'occupation villageoise jusqu'au développement de la ville de Teotihuacan. Et donc d'essayer de comprendre la séquence et la place où apparaissait le style Olmec, qui était le style qui définissait la véritable première civilisation mésoaméricaine. Et donc, c'était là son projet. Il en était déjà à sa deuxième ou troisième année. Et donc, moi, la première année, on a fait de la reconnaissance de surface dans le bassin de Mexico pour essayer de trouver des sites où on pourrait voir une séquence d'occupation où on pourrait reconnaître donc la présence Olmec, qui était intrusive dans le bassin de Mexico. Bon, alors, moi, je partais, on faisait des grandes marches en portant notre petit lunch. C'était important de savoir qu'on allait manger le midi avec de l'eau, etc., etc. Puis là, normalement, il me disait, ben là, tu marches puis tu ramasses des artefacts. Oui, mais des artefacts. Pas ben beau, mais tu sais, je savais rien, je ramassais des cailloux, je ramassais des affaires qui avaient l'air, je sais quoi, tu vois. Enfin, j'étais donc initié et je pense que c'est maintenant une chose qui est résolue parce que dans les universités, on a des écoles de fouilles, puis on a etc., mais c'était pas le cas à l'époque. Donc, j'ai appris sur le tas à reconnaître des artefacts et on a fait donc des cueillettes de l'eau. Et la première année s'est passée, je suis resté donc pendant l'hiver pour analyser ce qu'on avait recueilli et surtout pour essayer de trouver un site parmi tous ceux-là où on aurait une séquence dans laquelle apparaissaient des éléments qui auraient pu être de ce style d'art Olmec. Alors, ça s'est fait. La deuxième année, on a choisi un site qui s'appelle Tlapacoya, dans le bassin de Mexico, un petit peu à l'est du bassin, en allant vers Puebla, où on a fait des fouilles. Des fouilles assez minimales, mais on fait des fouilles pour essayer, encore une fois, de voir l'occupation, d'essayer de voir l'histoire de l'occupation de ce site-là. Et c'est au cours de cet été-là qu'on a trouvé beaucoup d'éléments, mais en particulier une figurine que on va voir tout à l'heure ici, qu'on appelle Babyface, qui va être un clou, qui va être vraiment un élément important dans l'interprétation de cette séquence, parce que à cause du fait qu'on faisait, c'était un dépotoir dans lequel on creusait,
on a pu mettre en étage, c'est-à-dire voir qu'il y avait une occupation qui précédait et qui était locale. Ensuite, il y avait une occupation dans laquelle il y avait 7 figurines, plus d'autres poteries qui étaient plus particulièrement de style Olmec. Et puis après, ça changeait pour devenir autre chose. Et c'était une première dans l'histoire du bassin de Mexico d'avoir pu mettre en séquence ces occupations-là. Parce qu'on ne savait pas où se situait l'occupation avec le style Olmec par rapport à l'occupation dans le bassin à l'époque préclassique. Alors voilà, ça c'était donc le premier terrain. C'était donc pour moi un terrain d'étudiant. C'était un terrain où j'ai fait mes premières armes. C'est un terrain avec un problème qui était en fait beaucoup plus un problème qui avait été élaboré, une question de recherche élaborée par mon directeur, par Paul Tolstoï, et moi j'ai appris surtout à faire et de l'observation et de l'analyse, parce que je passais les hivers au soleil quand même, à faire de l'analyse de mes artefacts, etc. Alors, à partir de là, donc c'était quand je suis arrivé à Yale, à New Haven, avec mon directeur qui était à ce moment-là Michael Coe, qui est un anthropologue, archéologue magnifique, qui a travaillé au Mexique et qui a un enthousiasme dans la recherche et dans la découverte et des intuitions de recherche absolument fantastiques. Et donc ça a été une autre sorte de maître pour moi, surtout cet amour et il adorait les Olmecs, le style d'art Olmec, ça le fascinait. Il avait travaillé à San Lorenzo, qui était le site où s'est développé dans les basses terres cette civilisation. Et donc, quand est venu le temps de faire mon doctorat, et de me trouver un sujet, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, là, il fallait absolument que je trouve un endroit qui soit pas le bassin de Mexico, pas avec M. Tolstoï, et que je vole de mes propres ailes. Alors, c'est pourquoi je suis allé au Guerrero, et dans des conditions assez difficiles à cette époque-là, parce que les chemins n'étaient pas particulièrement bons, il y avait la saison des pluies, ça avait été très compliqué, et finalement, donc, j'ai réussi à rencontrer le propriétaire de la stèle, parce que c'était évidemment dans une collection à Arcelia, au Guerrero. La stèle il m'a montré toutes sortes de sculptures qui étaient absolument hideuses, le Ugly Guerrero, et je me suis dit, bon, ben je la verrai pas, ma belle figurine, c'est foutu, je la verrai pas. Et ma belle stèle. Et puis juste avant de partir, il dit, j'en ai une, je l'ai mis en dessous d'une petite voûte, je l'ai mis un petit peu à l'écart parce que je viens de la trouver, puis peut-être ça vous intéresserait. Et alors là, je vois, j'appelle une stèle, je vois un personnage de profil avec un petit bedon, avec un masque d'oiseau, totalement en style Olmec, puis je dis, ouf. Oh, je dis effectivement, c'est très joli. Est-ce que je peux prendre une photo? Parce qu'il ne fallait jamais, instruite par mon professeur Tolstoï, il ne fallait jamais avoir l'air excité par les choses qu'on trouvait. Alors, bon, et donc finalement, je suis rentrée à Yale et on m'a dit, bon. Alors, faire un projet toute seule, c'était une autre paire de manches. Et faire un projet au Guerrero, en Tierra Caliente du Guerrero, qui était vraiment à l'autre bout du monde, c'était une autre paire de manches. Et donc, j'ai demandé des sous, des bourses de recherche pour faire le tour. Finalement, j'ai eu une bourse de la Ford Foundation et j'ai obtenu un permis avec l'aide de mon directeur qui demandait le permis pour moi, parce que je n'étais pas archéologue reçu, évidemment. Et je suis arrivé au Mexique
au mois d'octobre. Il fallait que je travaille plutôt pendant la saison sèche pour qu'il y ait un couvert végétal réduit. Donc, je suis parti. Hein. Et je suis arrivé dans mon petit village. Je me suis installé dans une Coyuca de Catalane, qui était une petite ville à côté. Et là, j'ai commencé à faire tout l'apprentissage de, pas seulement, je veux dire, avant même de pouvoir faire de l'archéologie, il fallait quand même que je rencontre les gens dans le village, que je demande la permission, que je trouve quelqu'un qui puisse... et j'avais 22 ans, là, j'étais pas une grande fille, et puis le village d'Amuco de la Reforma, c'est un village où les gens s'entretuaient depuis 2 ou 3 ans pour des questions de terre, alors on me disait bon, mais je pense que c'est la jeunesse, on est éternel, il n'y a rien qui nous arrête. J'étais parti dans mon affaire, alors... je suis allé voir le président du village et puis j'ai trouvé une famille. En fait, ça a été un assistant, Claudio, et ses enfants qui ont été mes assistants sur le terrain. Puis je ne peux pas demander à d'autres mondes. Puis je pouvais les aimer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas besoin de choisir, puis d'être gentil avec l'un, puis avec l'autre, pour pas fâcher l'un. Je m'en foutais complètement. J'étais ravi de les avoir comme eux, puis ça a très, très bien marché. Puis j'ai rencontré la femme. Ça a été une relation qui s'est établie, mais disons que d'un point de vue humain, les choses se sont bien passées. D'un point de vue recherche, il y a eu d'abord une étape de reconnaissance, et puis après, j'ai choisi des sites qui... c'est encore la même question de recherche de pouvoir documenter la présence Olmec dans une région de la Mésoamérique, qui était le Guerrero. On savait, parce qu'il y avait des collections immenses partout en Mésoamérique et dans les musées aussi, qui disaient qu'il y avait des objets de style Olmec qui venaient du Guerrero, à tel point que certains pensaient que le style s'était développé même au Guerrero. Bon. Mais ça n'avait pas été daté, ça n'avait pas été trouvé en contexte, etc., etc., et c'était ça mon projet. Et j'ai fait 9 mois de terrain, 3 excavations, plein de trucs de ce genre-là. Et je ne trouvais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y avait des occupations, mais de la présence Olmec, j'étais allé fouiller juste à côté où on m'avait dit que la stèle avait été trouvée, rien trouvé. Puis ailleurs, je trouvais, il y avait des affaires qui avaient l'air vieilles, mais je veux dire, par rapport au bassin de Mexico, c'était beaucoup plus conservateur comme tradition céramique, puis il n'y avait rien. Et c'est en faisant l'analyse, quelques temps plus tard, genre en décembre de l'année qui a suivi, que, en déballant des petites figurines que j'avais mis dans des sacs, à un moment donné, je vois une petite figurine et je regarde, puis j'avais des amis qui étaient là, qui étaient des archéologues aussi. Puis je le montre à Judy, à mon amie Judy Zeitlin. Puis je dis, ça te fait penser à quoi, ça? Elle dit, ça a l'air pas mal de style Olmec, cette affaire-là. Alors, je me suis dit, ça y est. Alors, je suis retourné sur le terrain, j'ai refait encore une petite fouille pour m'assurer que c'était bien là, etc. Et finalement, donc, j'ai réussi à voir une occupation du territoire qui remontait, j'avais pris des échantillons de charbon, qui remontait au préclassique, très ancien. Et j'ai pu dater les 2 petites figurines qui sont ici, que je vous montrerai ici, celle-ci et celle-là, et donc qui venaient d'une maison, dessous un plancher, et j'ai réussi donc à les dater, et elles dataient entre 1200 et 1500 avant l'ère commune, qui était avec des dates de radiocarbone, qui était quand même relativement ancien, même un petit
peu trop ancien. Parce que c'est quand on pense aux premières dates que l'on trouve pour le style Olmec, c'est à peu près 1200-1250 dans les basses terres. Alors c'était relativement ancien, mais enfin toujours des petits discrepancies. Et puis finalement, on est arrivé à voir que probablement que les dates étaient beaucoup plus du côté de 1000 que plutôt que 1200. Et à cause de la céramique qui accompagnait ces petites figurines. Mais néanmoins, c'était la première fois au Guerrero, à ce moment-là, qu'on datait, qu'on mettait en contexte des objets, des artefacts de style Olmec dans la région. Alors, ce que ça voulait dire, c'était que il y avait des traditions locales, de céramique, des traditions culturelles, si vous voulez, locales, et que la présence Olmec est venue s'installer, est intrusive d'une certaine façon, et a été intégrée à la culture locale. Ce qui veut dire que c'est pas un empire, c'est pas une diffusion, c'est pas une colonisation, c'est simplement qu'il y a une idéologie ou un style qui, pour la première fois, a un contenu symbolique fort, qui est en train de nous parler plus que de décoration, qui est en train de s'installer et qui inclut les sociétés qui vont l'utiliser. Bon, c'était la première fois que ça se faisait, et moi, j'avais gagné mon pari. Alors, évidemment, les archéologues m'ont dit par la suite, tes dates sont trop anciennes, ce qui était vrai. Mais néanmoins, on avait au moins un début de compréhension de la présence de ce style et de son intégration aux sociétés locales. Alors donc ça, c'est un terrain, encore une fois, que j'ai fait toute seule, qui est un terrain d'étudiant. J'ai appris, là, cette fois-là, moi-même à poser des questions de recherche, à faire la recherche de A à Z, à contrôler l'ensemble de mes données. Et ça a été le deuxième essai. Troisième essai, c'était donc tout le travail que j'ai fait du côté de la région Mescala, qui est toujours au Guerrero, qui est un petit peu plus au centre, qui se situe entre, disons, la région de Tasco et la région de Chilpancingo, une immense aire qui a été définie au départ par un archéologue qui s'appelle, c'est un archéologue, c'est un artiste aussi, un caricaturiste en fait, qui s'appelle Luis Covarrubias, qui est un Mexicain qui s'intéressait beaucoup aux objets d'art, comme beaucoup de Mexicains et d'autres collectionneurs, et qui avait fait des études, des traités de ce qu'on appelait le style Mescala. Le style Mescala qui sont des petits objets, c'est un exemple, des petits objets de pierre polie, extrêmement épuré, d'un style extrêmement abstrait, assez moderne en fait, qui, encore une fois, apparaissait dans des collections privées, dans les musées, mais qui jamais avait été trouvé en contexte. Et donc, j'avais comme projet, c'était un de mes projets, j'en avais un autre, mais celui-là, on ne m'a pas permis de le faire. J'avais un autre projet qui était celui de faire la route entre la Tierra Caliente, monter dans la Sierra Madre del Sur et redescendre du côté Pacifique pour essayer de comprendre les relations entre la côte et l'intérieur. Mais c'est comme une région, on le sait maintenant, pleine de narcotrafiquants, pleine de marijuana et autres produits du même genre. Et alors directeur du Consejo d'Arqueología m'avait dit il n'en est pas question. Alors l'autre projet, donc c'était plus sain, c'était d'essayer de mettre en contexte ce style Mescala, de le trouver dans la région où probablement il avait apparu, etc., lui donner une date, un âge, une fonction, tout ce que peut faire l'archéologie.
Et là, encore une fois, José Luis Lorenzo m'avait dit, si jamais tu réussis à faire ça, on va te donner les palmes de l'aigle aztèque. Je sais pas quoi. La médaille. Je ne l'ai jamais eu, ma médaille, mais je les ai trouvées quand même. Alors donc là, c'est un projet de département. Là, je bénissais le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui m'a aidé à faire toutes mes campagnes. J'en ai fait certainement, je ne m'en souviens plus, mais enfin certainement 8 à 10 campagnes. On a reçu pour pas loin d'1 million de dollars pour faire tout ça. Ça a été extrêmement bénéfique autant pour l'anthropologie, pour l'archéologie au Mexique, que pour les étudiants qui en ont profité. Il n'y en a pas un qui va faire de l'archéologie au Guerrero, mais ils ont tous fait des maîtrises ou continué dans ce domaine-là, et ils ont certainement été très heureux de leur formation. Et je peux vous dire qu'on a fait beaucoup d'ethnographie aussi, ça n'a pas été juste de l'archéologie. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Le plus beau cadeau, en fait, c'est ce livre que mes étudiants et moi, en fait, avons produit. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait sur les recherches qu'on avait fait au Guerrero. Alors, on va en reparler peut-être tout à l'heure. Un des résultats, parce que c'est le fun, je me dis finalement c'est quand même bien parce que de toute ma vie j'ai toujours été soit avec d'autres, soit seul, soit avec d'autres encore, où on a pu placer ou contextualiser des choses. Avec Paul, ça avait été de placer le style Olmec dans la séquence du bassin de Mexico. Avec moi-même, ça a été de pouvoir placer le style Olmec dans la séquence du Guerrero. Et avec mes étudiants et moi-même, c'est de pouvoir contextualiser donc la présence de ces objets. On a donc fait d'abord de la reconnaissance, on a identifié des sites où il y avait possiblement une possibilité d'avoir une longue séquence et de pouvoir trouver des objets de ce style qu'on imaginait probablement daté de la période préclassique ou classique. Et finalement, c'est une tradition qui dure depuis très très longtemps et qui dure jusqu'à aujourd'hui. On fait aujourd'hui encore des objets en pierre de cette façon-là. Et on a fouillé un site qui s'appelle Awinawak. Et dans ce site, on a trouvé, non, je m'en souviens jamais, c'est 6 ou 7 petites figurines. Je les ai pas ici. Ah oui, je les ai ici, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Qui donc sont des petits objets de cette taille-là, qui, voilà, sont ici, mais ça, on les verra mieux tout à l'heure. Qui ont été trouvés donc en contexte, sous des planchers. C'est un peu un rituel de dédication, ça dit en anglais, mais je ne sais pas comment on va nommer. Avant de construire une nouvelle maison où on dédiait la future construction. Et donc, on y mettait des petits objets comme ça. La datation se situe, radiocarbone, entre 750 et 250 avant l'ère commune, c'est-à-dire au préclassique, c'est-à-dire dans les bonnes dates pour moi. Et c'est une variante ça s'appelle le style Mescala, mais le style Mescala, c'est une variante d'une tradition de taille lapidaire qui commence sans doute vers 1000, avec la civilisation Olmec, et se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve ces objets évidemment au Guerrero, mais on va les retrouver également dans d'autres régions comme à Teotihuacan, au Morelos, et on les retrouve dans le temps jusqu'à l'arrivée des Espagnols. On en trouve dans le Templo Mayor à Mexico. Alors ça a été l'autre expérience de terrain qu'on a faite et qui me, comme les autres,
m'a réjoui l'âme. C'est vraiment, quand on fait de l'archéologie, la partie la plus excitante parce que c'est la réalisation après avoir formulé le projet, etc. Mais c'est vraiment l'impression qu'on est en train de refaire le monde et de reconstituer des vies passées. Voilà.